vous avez déjà beaucoup d'actualités, France Jamais. Alors, on le disait, conseillère régionale Front National, candidate malheureuse, en tout cas pour le moment, aux législatives sur la 7e circonscription de l'Hérault, une élection que vous contestez, on va y revenir. On commence par votre dernière actualité en date, politique donc, objectif 2014, et vous êtes candidate pour les municipales ? Tout à fait, sur 7. Et pour quelle raison alors ? Pourquoi 7 ? Parce que je suis venue sur cette circonscription, je me suis présentée sur le canton, justement, parce que je pensais à 7, parce que j'ai jeté l'encre du côté de 7, et ça depuis 2 ans, et justement à la demande de Sétoises et de Sétois. Pourquoi pas Agde alors ? C'est 7 vraiment qui vous Oui, vous et plaît. puis parce qu'il y avait aussi une symbolique sur laquelle je reviens systématiquement, c'est vrai, mais le sort de la pêche, de la mer, par rapport à la politique européenne, européiste, me tenait à cœur. Voilà, je le disais, je le répète, je me suis dit que si j'avais de l'énergie à dépenser, c'est sur ces grandes causes qu'il fallait le faire. Il y a aussi une ruralité, il y a un bassin d'eau, il y a les ostréiculteurs, il y a toutes ces problématiques qui sont environnementales mais essentiellement économiques et qui sont directement victimes de la politique européenne qui a été menée. Justement, et qui continue d'être menée. France Jamais, vous parlez de la pêche et la politique européenne au moment où les pêcheurs sétois, certains en tout cas, sont partis pour la fameuse campagne annuelle de pêche au thon. Ils en sont revenus. Hein. Ils en sont revenus déjà tellement elle est courte, effectivement, la saison. Oui, on est en juillet, le temps passe. Justement, mais toute cette armada sétoise a bien été mise en place à un certain moment avec les fonds européens. Non, monsieur. L'Europe a engagé les pêcheurs à faire des frais dans des matériels de plus en plus onéreux et puissants, certes, mais c'est cette même Europe qui leur demande aujourd'hui et qui les pousse à déchirer les chaluts. Il y en avait 45 il y a 3 ans. Il y en a 22 aujourd'hui et 9 sont promis au déchirage. Voilà, c'est le constat, c'est le bilan d'une politique européenne qui a été menée, je le dis, par l'UMP, mais qui va être continuée par le Parti socialiste. Mais restons sur ces choix ou ces contraintes de l'Europe. Si l'Europe revient aujourd'hui sur les possibilités de pêche, en instituant des quotas, c'est un problème écologique, c'est pas un problème technocratique, bruxellois. Bien sûr, c'est ainsi que le Parti socialiste a placé la pêche, puisqu'il n'est plus dans le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, il est dans le ministère de l'Écologie, ce qui le pose déjà comme une problématique. Alors que c'est d'abord une activité économique. Il n'y a pas de problème de ressources. Qu'il y ait un problème de ressources, c'est une chose. Il y a une problématique. Il faut savoir d'où ça vient, il faut savoir ce qu'il se passe. Mais il n'y a pas de raison que ce soit les pêcheurs de Sète, nos pêcheurs de Méditerranée, qui soient les premières et les seules victimes de ce système. Ça ne se passe pas comme ça en Espagne, en Italie, en Grèce, etc. S'il y a un problème de ressources, il faut l'étudier. Mais à ce moment-là, effectivement, la France aurait été bien inspirée de faire de véritables politiques de recherche, de développement, pour savoir un petit peu de quoi il retournait. Mais tout cela, à mon avis, n'est qu'un faux prétexte, évidemment, qui permet à l'Europe de justifier, en tout cas, ce sacrifice de la pêche, de la viticulture, de l'agriculture dans son ensemble. Voilà, et que je sache, bon, évidemment, on va vous expliquer qu'il y a un dérèglement aussi climatique, mais la viticulture, les maraîchers, les agriculteurs sont les mêmes victimes de cette politique, sans qu'il n'y ait forcément le fameux problème de ressources, que personne ne connaît d'ailleurs, que personne ne sonde. Un mot politique, j'aimerais revenir un tout petit peu à la politique politicienne, et puis surtout sur ce combat qui arrive des municipales de 2014, ou 2015 d'ailleurs. Sur Sète, vous étiez déjà candidate au cantonal sur le 2e canton de Sète, où vous aviez fait un résultat de 23% des suffrages. Là, effectivement, sur Sète, vous faites aussi un score en progression en termes de voix. C'est aussi pour cette raison que vous partez sur cette ville de Sète ? Non. Non, puisque je suis partie, je l'ai dit, il y a près de 2 ans. Ça n'était pas un combat qui était gagné d'avance. Vous releviez tout à l'heure que j'étais une candidate malheureuse. Je suis une candidate qui n'a pas été forcément élue, mais particulièrement heureuse, justement, parce que nous avons réussi à élargir notre assise. Nous avons un électorat qui nous est particulièrement fidèle. Nous avons pratiquement, stabilisé au 2e tour le nombre d'électeurs, ce qui prouve bien que nous avons un véritable vote d'adhésion qui me donne toutes les raisons d'être optimiste pour les prochaines échéances. Justement, sur cette 7e circonscription de l'Hérault, vous étiez finaliste, vous étiez en triangulaire au 2e tour. Vous contestez, vous avez introduit un recours. Pour quelle raison ?
Parce qu'il est de notoriété publique, et je crois qu'on en a discuté ici dans le cadre d'un débat qui s'est effectué entre le premier et le deuxième tour, que M. Détor était totalement inéligible. Et au lieu de reconnaître cet état de fait, il a continué de se présenter en toute connaissance de cause, et je pense qu'il a faussé, en tout cas entaché la sincérité du scrutin. Premièrement. Deuxièmement, fort de cela, sachant qu'il était inéligible, il a maintenu sa candidature et il m'a enlevé, éventuellement, une possibilité. Imaginez quand même, entre le premier et le deuxième tour, on apprend qu'il est inéligible, il se retire, il est obligé de se retirer. J'avais toutes mes chances, peut-être, vraisemblablement, face à M. Denaja. Mais ce que je voulais surtout sanctionner avant tout, c'est le sentiment d'impunité et de M. Détor qui, sachant pertinemment qu'il était inéligible, a maintenu ce mensonge et cette manœuvre jusqu'au bout, en sachant pertinemment qu'il avait triché. Et je tiens aussi, et c'est aussi le but de mon recours, mais qui fera vraisemblablement l'objet d'un autre recours devant le tribunal administratif, c'est-à-dire de remettre en question quand même la responsabilité du préfet, qui a entériné, qui a enregistré une candidature, ce que la loi lui interdit de faire, et qui n'a absolument rien fait par la suite. Je trouve qu'il y a là une coupable tolérance ou une faute. C'est une faute. Olivier, on avait regardé le caractère inéligible du cas de figure. Hein, on se rappelle, hein, c'est le suppléant de M. Détor, donc Gilles Détor, donc UMP, député sortant maire d'Agde, effectivement, qui avait comme suppléant M. Comène, qui était lui-même déjà suppléant d'un sénateur. Hein. Le cas de monsieur. Et est-ce que, on avait regardé, mais est-ce que c'était automatiquement, ça lui donnait de l'inéligibilité ou pas? C'est un cas d'école. C'est soumis à interprétation, mais en tout cas, a priori, l'AFP qui avait effectivement contacté et demandé des comptes, entre guillemets, en tout cas des explications au Conseil constitutionnel, avait eu l'information, effectivement, qui donnait que c'était un cas d'inéligibilité. C'est un cas d'école et qui se pose d'ailleurs de la même façon. Maintenant, ça n'est pas jugé, hein, il faut que ça soit jugé. Pour monsieur Devedjian. Je voulais, par ce recours, officialiser officiellement, l'imposture de monsieur Détor, et je l'ai soulevé pendant tout le long de cette campagne, en tout cas entre le premier et le deuxième tour, quand c'est devenu officiel et public, que quand on a la prétention de faire la loi, de représenter aussi la loi, la moindre des choses, c'est quand même de respecter cette même loi. Et j'ai seulement retenu que M. Détor a nié, et puis finalement s'est retranché en disant qu'ils avaient décidé de ne pas s'arrêter à ce point de droit. Eh bien, je crois que les Français, eux, sont soumis à une stricte application de la loi, et que les députés doivent commencer par donner l'exemple. Et voilà, si on a compris votre position. En tout cas, il est présumé éligible tant que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché pour le moment. Il est présumé innocent, entre guillemets, de ce dont on va enchaîner avec l'autre question qu'avait préparée, parce qu'on a compris votre position, qu'avait préparée Olivier, je la lui pique, mais vous avez été qualifié pour le deuxième tour. Avec 13%, à peu près, un peu plus des inscrits, peut-être. On sait que le seuil est à 12,5% des inscrits. On sait, alors là, c'est une règle qui n'est pas forcément respectée, mais que sur les élections qui sont refaites après, souvent, il y a encore plus d'abstention. Donc, vous prenez un risque. Hein, vous avez parlé de votre socle électoral solide, mais qui ne s'est pas forcément élargi au deuxième tour. Vous prenez un risque de ne pas vous qualifier au deuxième tour. Vous avez raison. Souvent, dans le cadre de partiels, l'électorat a tendance à confirmer effectivement son premier choix. Sauf que là, ça ne sera plus le même choix. D'abord parce que peut-être que M. Détor n'aura pas forcément l'outrecuidance de se présenter à nouveau en sachant pertinemment qu'il a été démasqué comme un tricheur, comme un menteur en tout cas. Et puis deuxièmement, la suppléance de M. Comène n'était pas innocente. À eux deux, en tant que maire d'Agde et de Sète, il représentait pratiquement 50% de l'électorat avec une clientèle et forcément une incidence sur le score. En troisième point, je dirais aussi que d'ici là, peut-être que de l'eau aura coulé sous les ponts. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il y a quand même, c'est ce que j'ai dit et répété à l'envi pendant toute la campagne, en disant qu'il y avait un non-choix qui se présentait
présenter aux Français. C'est-à-dire qu'on avait hier une politique de rigueur et d'austérité, on aura demain une politique de rigueur et d'austérité. Et je crois que déjà les Français sont en train de s'en rendre compte et que peut-être à ce moment-là, les Français jugeront nécessaire et utile d'envoyer à l'Assemblée nationale une députée qui a réellement l'intention de faire obstacle et de dénoncer ça. Il faut de la croissance pour relancer notre économie. En tout cas, le Conseil constitutionnel doit trancher d'ici l'automne, et en tout cas le vote doit intervenir si effectivement l'invalidation est prononcée avant la fin de l'année. Donc ça va être quand même assez rapide de ce côté-là. Moi, je vais vous poser une petite question, parce qu'on avait cet après-midi le discours de politique générale du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui fait un certain nombre d'annonces, qui confirme aussi certaines mesures et promesses du président Hollande. Il y a pas mal d'éléments sur l'annulation de la hausse de la TVA, notamment, qui avait été annoncée par le précédent gouvernement, qui est annulée. Oui, mais c'est au moins une promesse qui aura été tenue. Mais comme parallèlement à ça, il est question quand même d'augmenter la CSG, d'appliquer une politique de rigueur. Je tiens à dire que si il y avait un choix qui devait être fait, on continue avec cette Europe, on continue d'accepter le pacte de stabilité, on continue de soumettre notre budget à l'Union européenne, ou alors on décide de récupérer notre souveraineté, d'avoir la main sur notre monnaie et de pratiquer une politique de croissance. Et ça, le PS n'a pas pris la décision de le faire, c'est clair, c'est quand même une politique d'austérité. Plus d'austérité, ça veut dire moins de pouvoir d'achat. Moins de pouvoir d'achat, c'est moins de consommation. Moins de consommation, c'est moins d'économie, c'est moins de production. Moins de production, c'est moins de recettes. Donc ça veut dire moins d'avantages acquis. Le Premier ministre appelle à l'effort national, mais il refuse l'austérité. Plus de taxes, et puis voilà, et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est pour ça que même les plus grands économistes, des prix Nobel français ou allemands, aujourd'hui s'accordent à dire qu'il est criminel de continuer d'imposer une politique d'austérité. Nous allons en crever. Il faut vraiment, véritablement relancer, établir des frontières, défendre notre économie, donner la priorité aux Français, avoir une véritable politique nationale. Merci beaucoup, on a compris. C'est fini, c'est terminé. On a compris que vous étiez déjà un peu en campagne électorale. Voilà, vous l'êtes toujours. Il y aura effectivement peut-être de nouveau les législatives sur votre circonscription. On rappelle, c'est la 7e circonscription. Donc actuellement, dont le député est Sébastien Denaja. Et puis donc vous lancez déjà 2014 et vous n'êtes pas candidate à la mairie de Montpellier, on a bien compris, mais à celle de Sète. Voilà. Merci beaucoup, France Jamais. On enchaîne avec les aléas du direct. On va parler Comedy Club et on va parler économie dans un instant. À tout de suite.